Alors pour commencer cette présentation dont le thème est l'Afrique, le clap de fin du néocolonialisme, je voulais commencer par remercier de manière sincère et chaleureuse un homme. Cet homme, c'est notre président lui-même, Emmanuel Macron. Je tiens à le remercier parce que par son inconséquence, par son incompétence, par son arrogance, a permis d'accélérer l'arrivée de la fin du néocolonialisme et la fin de la France-Afrique, puisqu'il vient de réussir tout simplement un grand chelem en se fâchant avec l'Algérie, avec le Maroc, avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec la République démocratique du Congo, j'en passe et des meilleurs. Donc on peut le remercier, j'en profite à cette occasion, voilà, on peut l'applaudir. Merci Emmanuel Macron pour avoir permis justement à ces peuples de voir cette arrogance de cette France-Afrique, cette arrogance de ce néocolonialisme, et qui leur a donné l'envie justement de s'en libérer. Alors si on écoute Macron en ce moment, ça marche ? Si on écoute Macron en ce moment, vous avez dû le voir dans nos médias, on vit en Afrique une épidémie de putsch militaire, une épidémie de coup d'État. Donc, encore une fois, M. Macron a tout fou. Ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas une épidémie de putsch. Ce n'est pas une épidémie de coup d'État. Ce qui se passe en Afrique... Ah, attendez, j'ai oublié le chrono parce que... Ce qui se passe en Afrique, en ce moment, c'est une véritable renaissance politique et culturelle, une véritable lutte pour l'indépendance, une deuxième lutte pour les indépendances, et qui sont menées par des révolutions populaires. Donc, dès que vous entendez coup d'État ou putsch, aujourd'hui, vous devez traduire en français par révolution populaire. Et par quoi est menée ces révolutions populaires en Afrique, comme on les a vues ces derniers temps au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, par exemple, le cas du Gabon étant un petit peu différent, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart des Africains sont relativement jeunes. Et le paradoxe, c'est que bien que le taux d'alphabétisation ou le taux de scolarisation est encore très très faible dans ces pays-là, en fait, aujourd'hui, ces jeunes sont conscientisés politiquement. Ils sont éduqués politiquement à un niveau sans précédent. Et en particulier, moi je vous conseille d'arrêter BFM TV, bien sûr, LCI et consorts, et de vous intéresser à des médias, par exemple comme Afrique Média, que vous pouvez trouver évidemment sur YouTube, sur les applications ou For You Media. Et vous verrez le paradoxe, en fait, le paradoxe entre l'éducation et la conscience de ces pays africains, en particulier des jeunes, par rapport à la situation internationale et ce néocolonialisme. Donc vous avez ces médias qui jouent un rôle important. J'y suis régulièrement invité. Et donc vous avez évidemment aujourd'hui toute une nouvelle génération de panafricanistes qui est pareil qu'ici, hein. Ils ne sont pas nombreux, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont une dizaine, une vingtaine à avoir organisé ces révolutions justement par l'éducation de masse via des réseaux alternatifs auprès de la jeunesse. Donc c'est vraiment une poignée d'individus qui a réussi à créer les conditions que la jeunesse se lève et demande à ces dictatures qui étaient là depuis 10, 20, 40 ans, comme on le verra, de partir. Donc vous avez, je vais en citer quelques-uns, Nathalie Yamb, bien sûr, qui est considérée comme la reine du panafricanisme aujourd'hui, Kémy Séba, bien sûr, Diogène Séni, qui se bat au Congo-Brazzaville, Guy Marius Sagna, que vous voyez ici. Donc lui, c'est un député du Sénégal, justement, qui se bat contre la dictature de Macky Sall. Vous avez Banda Kani au Cameroun, c'est des noms dont vous avez probablement jamais entendu parler. Amina Fofana, ici, et Ticheri, donc qui sont deux Maliennes qui ont été à l'origine des révolutions là-bas. Paul Ella au Cameroun, et Gunchibe Anzin, que vous pouvez voir ici. Donc ici, c'est Nathalie Yamb, Kémy Séba ici. Donc, et aussi Boubacar Fofana, que je cite en Côte d'Ivoire, avec qui on a organisé plusieurs conférences là-bas pour mener une politique de grands projets. Donc si je vous montre ces photos, c'est pas pour me faire mousser. C'est pour vous montrer que ces gens-là nous attendent. Ils sont avec nous dans ce combat. Tout ce qu'a développé Jacques ce matin, c'est des gens, parce que souvent, tous ces gens-là sont considérés comme anti-français. Ils détestent la France, France dégage, voilà, ils sont évidemment agents russes et tout ça. Et en fait, ce qui est totalement faux, c'est-à-dire que tous ces gens-là, aujourd'hui, n'ont qu'une envie, c'est que la France mette fin à sa politique france-africaine et sont prêts à travailler avec les forces ici, et malheureusement, on n'est pas nombreux, donc en particulier avec nous.
Donc, contrairement à ce que vous pouvez lire dans les médias, ils ne sont pas du tout anti-français. D'ailleurs, Nathalie Yang, que vous voyez ici, ça c'était au forum de Saint-Pétersbourg en Russie que j'ai interviewé, a dit qu'elle n'avait rien contre la France ni les Français et qu'elle avait beaucoup à voir avec la politique donc, de la France en Afrique. Donc vous avez beaucoup de journalistes de haute qualité aussi maintenant en Afrique, Sike Doumbé, Linda Ndedi, Aboubakar Sidik Mounchili, que je veux citer et remercier parce qu'ils m'invitent régulièrement dans les médias pour qu'on puisse défendre nos idées, et donc qui sont beaucoup plus crédibles que M. Pujadas, Laurent Delahousse et Pascal Praud et consorts. Donc voilà, il y a toute cette nouvelle génération de leaders qui sont très peu nombreux en fait. C'est ça qui m'a frappé en préparant un petit peu ça, c'était de voir qu'ils sont très peu nombreux, mais ont réussi à mobiliser beaucoup de gens. Donc il y a eu évidemment une première vague de résistants que je voulais vous montrer, à qui il faut rendre hommage, parce que c'était les pionniers des indépendances, et certains, la plupart d'ailleurs, ont été assassinés. Vous avez Lumumba, bien sûr, en République démocratique du Congo, Sylvanus Olympio du Togo, que vous voyez ici avec John Fitzgerald Kennedy, Mariem Ngouabi du Congo, Félix Moumié du Cameroun, empoisonné par le SDEC, c'est-à-dire les services secrets français du contre-espionnage à Genève, ou plus récemment encore, Sankara, que tout le monde connaît, avec son meilleur ami, ou plus récemment Laurent Gbagbo, dont la France a bombardé le palais présidentiel avec des hélicoptères de l'armée, donc en 2011, et la même année, on est allé, avec son meilleur ami également ici, on est allé assassiner Mouammar Kadhafi en Libye, et comme l'a rappelé Jacques ce matin, ce qui a permis une explosion du terrorisme dans la région. Donc tous ces gens-là sont morts pour ces révolutions, et aujourd'hui il faut leur rendre hommage, et rendre hommage à ceux qui justement sont en train de mener ces révolutions aujourd'hui. Ici vous avez le président du Burkina Faso et le président du Mali actuel. Alors on va regarder un petit peu pourquoi en fait, finalement aujourd'hui on a ces révolutions. Là vous avez toutes les anciennes colonies françaises, donc qui ont signé des accords de partenariat militaire et économique, monétaire, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'imposition du franc CFA, une monnaie coloniale toujours existante, et donc des accords de coopération militaire qui fait qu'aujourd'hui la plupart de ces pays n'ont pas d'armée tout simplement, et à chaque fois qu'ils ont essayé de changer, l'armée est intervenue, mais pour mettre en place des dictateurs encore plus féroces. Alors ça, c'est le rapport sur l'indice de développement humain. Donc vous voyez, c'est 14 pays, hein, donc c'est ancienne colonie française. Et ça, c'est le rapport des Nations Unies de l'indice de développement humain, qui montre un petit peu le niveau de développement, PIB, taux d'analphabétisation, taux de scolarisation, espérance de vie, etc. Donc si vous regardez le classement, hein, là on ne voit pas bien, mais je les ai remis ici, voilà le classement des 15 pays qui sont dans la zone CFA. Je vous laisse apprécier. Donc, le premier est 112e sur 190. Hein. Donc, il y a 190 pays au classement. Et si vous regardez les 3 pays où il y a eu un coup d'État dernièrement, vous avez donc le Niger, 189e pays le plus pauvre du monde sur 190, le Mali, 186e pays le plus pauvre du monde, et le Burkina Faso, juste là, donc 184. Et le Gabon, oui, tout à fait. Je vais revenir sur le Gabon après. Donc, si vous regardez bien, vous pouvez voir la liste des prochaines révolutions qui auront lieu en Afrique. Vous les avez dans le sens ascendant, hein. Vous allez voir tous ces pays-là petit à petit. Hop, bientôt le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal bientôt qui arrive, et d'autres pays. Donc, on voit bien que ces pays sont parmi les plus pauvres du monde. Et pour le Gabon, alors le Gabon, je vais expliquer, parce que justement, en effet, il y a eu récemment ce qu'on appelle un coup d'État, qui n'est pas une révolution populaire comme il y a eu dans les autres pays. Donc c'était plutôt une révolution de palais, comme on dit. Disons que, bon, on a voulu se débarrasser du clan Bongo. Voilà, regardez le clan Bongo. Donc, Omar Bongo a été mis en place par Foccart, donc sous l'ère de Gaulle en 1967, et est resté au pouvoir jusqu'en 2009. Donc 42 ans. 42 ans de règne. Et coup de chance pour lui, puisque tous ses opposants, au fur et à mesure des différentes années qui ont succédé, sont morts de maladie ou assassinés. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition pendant ces 42 ans. Et à sa mort en 2009, donc, suite à une élection totalement transparente, son fils a pris donc le pouvoir
pour 14 ans, jusqu'en 2023, jusqu'au 26 août, là récemment, où justement il y a eu une révolution de palais, mais qui n'a rien à voir avec les révolutions populaires du Mali, du Burkina ou du Niger. Donc le Gabon, c'est un peu truqué par rapport aux chiffres, parce que vous savez que le Gabon est un producteur de pétrole, et en fait, il a un PIB par habitant qui est extrêmement élevé, parce qu'il y a beaucoup de rentes pétrolières, mais 40% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté, et le taux de chômage est de 37% là-bas. Donc c'est d'ailleurs le plus élevé au monde, quasiment. Donc vous voyez bien que les chiffres aussi, on peut un peu les trafiquer, c'est-à-dire que le pays est beaucoup plus pauvre que ce qu'on peut imaginer rien qu'avec les chiffres. Donc, la France-Afrique, évidemment, on voit les résultats. Ça, c'est toutes les anciennes colonies françaises classées parmi tous les pays les plus pauvres de la planète. Donc voilà pourquoi les pays se révoltent aujourd'hui. Donc si on prend le cas du Niger, suite à la révolution, M. Macron, on l'a vu, pays, je rappelle, 189e, M. Macron a tout fait pour organiser une opération militaire, pour maintenir en place la marionnette, en fait, qui était en place là-bas, qui s'appelait Mohamed Bazoum, mais cela a échoué. Encore une fois, Macron a encore échoué. Ensuite, il a tenté par tous les moyens de maintenir l'ambassadeur de France au Niger. Il a échoué. Et donc, enfin, les autorités du Niger ont demandé à ce que les troupes françaises sur place quittent le pays, comme après le Mali, comme après le Burkina Faso. Donc, on voit bien tous ces échecs successifs de notre président et l'accélération de la libération de ces pays. Alors, le Niger, c'est aussi un des grands scandales du néocolonialisme, puisque, comme vous le savez, c'est un producteur d'uranium, et le pays a subi pas moins de 5 coups d'État depuis 1960, mais à ce moment-là, ce n'était pas grave, puisque ces coups d'État étaient soutenus par la France, organisés par la France. Un exemple en 1974, où le président Diori avait essayé de négocier le prix de l'uranium pour être payé plus cher, et s'est vu renversé par un putsch contrôlé par la France. Pareil en 2008, Mamadou Tandja, alors président du Niger, décide de renégocier avec la France les accords de partenariat sur la vente de l'uranium pour augmenter les prix, bien sûr, avoir plus de revenus pour le pays. Malheureusement, une semaine plus tard, il est renversé par un coup d'État militaire et est nommé Mamadou Issoufou, donc ingénieur des mines, formé en France et ancien salarié d'Areva. Bon. Les choses sont assez claires. Ça, c'est il y a quelques années. Donc vous voyez un petit peu comment cette France-Afrique s'est perdurée, c'est-à-dire aujourd'hui on parle d'une épidémie de coups d'État, et en fait en Afrique il y a eu plus de 70 coups d'État depuis les années 60. Et tous ces coups d'État qui ont été faits en Afrique, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, toute la zone que j'ai montrée, tous ont été faits dans le but d'imposer le pillage des matières premières, d'imposer le pillage des ressources et de pouvoir se servir gratuitement de l'or, du pétrole, des forêts, des mines, des poissons, enfin tout ce qui est possible a été pris. Alors aujourd'hui, on en parle dans les médias, par exemple, on dit oui, c'est vrai que le prix de l'uranium, quand même le Niger a produit entre 130 et 150 000 tonnes d'uranium pour les centrales nucléaires françaises depuis 40 ou 50 ans, et était payé, selon les derniers chiffres, mais encore c'est sous-estimé, 42 €, alors que le prix mondial était de 187 €, par exemple. Vous voyez, le manque à gagner, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards qui ont été perdus par le Niger, et qui fait que c'est, alors que c'était un des moteurs de l'industrie nucléaire française, 15% je crois de notre uranium, malgré ça, le pays est classé parmi les plus pauvres de la planète. Et quand vous allez au Niger, Jacques en a parlé ce matin, il y est allé lui-même, vous n'avez pas 1 kilomètre de chemin de fer, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'éducation, vous avez rien du tout. Voilà. Donc vous avez, comme ça c'est réglé, et 15% des gens ont accès à l'électricité sur l'ensemble du pays. 15% des gens ont accès à l'électricité, alors qu'on prend l'uranium. Donc vous voyez un petit peu, c'est ça la France-Afrique, le symbole de la France-Afrique. Le Sénégal, 870, je n'avais pas ici. Donc, ça, c'est un petit peu les conséquences de cette France-Afrique. Mais je voulais m'arrêter un petit peu sur le cas du Mali, parce que je pense que c'est le plus intéressant, puis c'est celui qui est le plus attaqué dans les médias français, et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour ça, il faut revenir un petit peu dans les années 60, et le leader qui avait à l'époque organisé la première indépendance, Modibo Keïta, donc grand leader panafricain, et pour comprendre ce que fait aujourd'hui Assimi Goïta, qui est le nouveau président, et ce qui va se passer dans les années à venir, si tout se passe bien. Donc, Modibo Keïta était un des grands leaders des pays non alignés, on le voit ici. Voilà, ça c'est la, pardon, c'est la conférence de Belgrade en 1961.
Et d'ailleurs, on attribue à Modibo Keïta le terme de non-aligné, puisqu'avant on parlait des Bandung, des non-engagés, et lui, à la conférence de Belgrade en 1961, il dit « Je préfère le terme de non-aligné », qui a été justement repris par la suite. Et donc, cette conférence était la première conférence officielle des pays non-alignés, après Bandung, qui était la conférence des non-engagés. Donc là, vous avez Nasser, vous avez tout un ensemble de dirigeants de l'époque, Tito, Nehru, Nkrumah, bien sûr, et bien d'autres. Et donc, c'est lui qui a été envoyé aux États-Unis pour faire le rapport de cette conférence à John Fitzgerald Kennedy. Il faut savoir que Kennedy, on en a parlé ce matin, a été assassiné parce qu'il était l'ami de Patrice Lumumba. Il était l'ami, la première personne qu'il a invitée à la Maison-Blanche quand il a été élu, c'était Kwame Nkrumah, la première personne, le plus grand des panafricanistes. Et il a reçu ensuite Sylvanus Olympio et bien sûr Modibo Keïta et bien d'autres leaders panafricains pour libérer l'Afrique justement de l'oppression à l'époque. Donc évidemment, tous ces dirigeants ont été assassinés par la suite. Donc si on s'intéresse à Modibo Keïta, et ça va faire écho à ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais même en France, il fait un discours, donc l'anniversaire de l'indépendance le 22 septembre 1961, et voilà ce qu'il nous dit. Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France, nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit, nous nous refusons à ce sentimentalisme exagéré qui, en la circonstance, n'est que puérilité indigne du peuple mûr et fort que nous sommes. Aujourd'hui que la France a évacué ses bases militaires, donc on est revenu là, nous sommes prêts en peuple souverain à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française. Donc parce qu'il avait fait sauter avoir fait sauter les accords de partenariat militaire, justement, qui empêchaient à l'Afrique d'avoir une armée pour se défendre en cas de problème. Et qu'ils étaient dépendants de l'armée française qui pouvait intervenir n'importe quand, n'importe où, même pour organiser des coups d'État. Et la deuxième grande chose qu'il a réalisée, c'est la fin du franc CFA. Modibo Keïta a mis fin au franc CFA. Et donc, dans un discours en juillet 1962, il dit ceci. Dans quelques heures exactement, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, le franc malien, ayant seul désormais cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le privilège de l'émission sera exercé par un institut d'émission nationale, la Banque de la République du Mali, qui détiendra l'ensemble des pouvoirs monétaires exercés auparavant par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale et qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc, à dire vrai, que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc voilà, ça c'est Modibo Keïta en 1962. Donc en fait, c'est exactement le programme de solidarité et progrès. Il faut être clair, et c'est toujours le même programme pour tous les pays d'Afrique et pour nous aujourd'hui. Quand on parle de sortir de l'Union européenne et retrouver notre souveraineté monétaire, ça a été le combat depuis les années 60. Bon, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a réussi. Il a réussi à le faire, et donc il a mis en place ce que nous proposons, tout un ensemble d'institutions publiques, la Banque nationale de crédit public, et a permis de développer justement toute l'économie industrielle malienne avec le protectionnisme contre l'anomalie de l'économie de marché, dit-il, la nationalisation des secteurs vitaux, l'énergie, l'eau, etc., la création justement d'une régie des transports, il a même créé une compagnie aérienne, Air Mali, il y avait jusqu'à 16 avions, une compagnie des chemins de fer, etc. Enfin, il a créé énormément de choses, et jusqu'à créer un orchestre national. On parlait ce matin de rendre l'art et la science au peuple. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Donc rendre l'art et la science au peuple, c'est ce qu'il a fait en créant un orchestre national, en créant des institutions scientifiques et en relançant toute une politique industrielle. Et donc ce qui est tragique, c'est que là où on en est aujourd'hui, c'est ça. Jacques l'a mentionné ce matin, ça c'est une photo que j'ai prise au Mali, et donc c'est le fameux chemin de fer, dans l'état actuel. Donc ça pour moi c'est le symbole du néocolonialisme. Un pays qui avait tout,
des industries, des chemins de fer, une compagnie aérienne, des pharmacies, une banque nationale, etc., tout ça a été détruit pour en faire le pays le plus pauvre de la planète. Ça, c'est le néocolonialisme. Et donc, Modibo Keïta, malheureusement, sera donc mis en prison suite à un coup d'État, bien entendu, et donc il va mourir en prison, assassiné, quelques années plus tard, en 1977. Donc voilà un petit peu le symbole de ce néocolonialisme. Donc aujourd'hui, on est revenu un petit peu, si on peut dire, à la case départ, avec des gens comme Assimi Goïta, que vous voyez à droite. Donc lui, c'est le nouveau président du Mali, président de la transition, hein. Donc lui s'inspire évidemment de cet héritage, comme nous ici en France, on s'inspire du gaullisme, pour justement mettre fin à ce néocolonialisme. D'ailleurs, il était en Russie et dans son discours, il a été très clair, aujourd'hui les dirigeants sont très clairs, parlent de néocolonialisme, que c'est ça leur objectif, c'est leur objectif premier, c'est explicite. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu à la case départ, puisque le Mali, comme je l'ai dit, il est dans cet état-là. Et donc, il va falloir tout reconstruire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, en fait, au Mali, on va créer une banque nationale, on va sortir du franc CFA, on va recréer la banque nationale, on va relancer cette politique d'industrialisation. Donc c'est là, on est revenu à ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille, nous, avec tous les résistants qui ont permis à ce président d'arriver au pouvoir. C'est qu'il ne faudrait pas que la France, comme dans les années 60-70, refasse la même chose, réassassine, réemprisonne ou refasse des coups d'État. Et c'est pour ça qu'eux comptent sur la France. Ce n'est pas juste une révolution populaire en Afrique, c'est une révolution populaire dans le monde à laquelle on doit participer. Donc au Burkina Faso, c'est un petit peu la même chose avec le nouveau président, donc, qui était aussi sur cette photo-là. Voilà, ici. Donc lui, c'est Ibrahim Traoré, 34 ans, hein, donc, qui a pris le pouvoir en 2022, pardon, et qui, lui, s'inscrit dans la tradition de Thomas Sankara, pour amener à bien cette révolution nouvelle, sachant que Sankara avait lui-même été assassiné pour avoir dénoncé le piège de la dette imposé par le FMI et les institutions françaises de l'époque. Donc, chose intéressante, c'est que dans la même lignée, il est en train de relancer un grand programme de développement industriel. Il vient d'inaugurer, par exemple, plusieurs industries, en particulier une conserverie de tomates. Ça paraît rien. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas d'usine de transformation de tomates, donc il en a créé une. Et donc aujourd'hui, toutes les tomates partaient pour pas cher. Et en fait, le Burkina Faso importait tous les concentrés de tomates pour la cuisine à des prix exorbitants, par exemple. Donc là, ils vont pouvoir faire sur place directement. Rien que ça va permettre de gagner beaucoup d'argent et de produire local. Donc ça, c'est un exemple aussi intéressant de ce que ces deux hommes qu'on présente comme des agents russes, comme des dictateurs, comme vraiment des putschistes, sont en train vraiment de réaliser à nouveau une renaissance sur le continent africain, et donc on les soutient. Ça, c'est sur l'aspect, je dirais, plutôt économique. Je voudrais simplement faire mention aussi d'un autre facteur aussi de la France-Afrique qui est beaucoup plus grave quelque part, qui est beaucoup plus profond, qui est le pillage culturel, c'est-à-dire le pillage de toutes les œuvres d'art, donc qui a été fait en Afrique. Aujourd'hui, 90% des objets historiques de l'Afrique subsaharienne se trouvent dans les grands musées mondiaux ou dans les collections privées. 90%. Quelques chiffres. British Museum, 70 000 objets. Weltmuseum de Vienne, 40 000 objets. Musée royal de l'Afrique de Belgique, 180 000 objets. Humboldt Forum de Berlin, 75 000 objets. Et pour la France, 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises, dont 70 000 sont au Quai Branly. Vous savez, le musée Quai Branly, Jacques Chirac. Donc 70 000 œuvres d'Afrique subsaharienne. Donc, et sachant qu'il n'y en a que 1000 qui sont exposées. Que 1000 qui sont exposés au Quai Branly sur 70 000. Vous voyez, quand vous baladez dans le musée du Quai Branly, d'ailleurs, vous avez c'est des planchers en verre. Donc, vous voyez tous les stocks en dessous. Vous voyez des étagères sur des sur des dizaines de mètres d'objets africains. Donc, voilà. Ça aussi, je pense, c'est un facteur africain, parce que vous imaginez 90% de toutes vos œuvres d'art, de votre histoire, de votre histoire, n'est plus dans le pays. Macron, bien sûr,
dans son arrogance ultime, a rendu 26 œuvres au Bénin dernièrement et s'en est félicité et applaudi sur tous les grands médias français en disant que c'était vraiment magnifique de rendre 26 œuvres sur les 90 000 qu'on possède. Bref, donc ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire et d'urgent là-dessus. Ensuite, évidemment, la France-Afrique, c'est la corruption. Et il y a plusieurs rapports maintenant ces dernières années qui sont sortis. La corruption fait perdre à l'Afrique entre 150 et 250 milliards de dollars par an. Donc si vous regardez sur 10 ans, ça fait entre 1500 et 2500 milliards qui sont perdus par an rien qu'à cause de la corruption. Donc moi, j'ai fait un petit calcul rapide, puisque quand il y a des grands projets en Afrique, tu dis « Oh, mais c'est trop cher, c'est des projets pharaoniques, il n'y a pas d'argent ». Le train entre Nairobi et Mombasa, par exemple, a coûté 4 milliards de dollars. Et qu'on a considéré comme un projet pharaonique, qui allait endetter l'Afrique, imposé par les Chinois. Bon, malgré qu'elle a créé beaucoup d'emplois, si justement on n'avait pas perdu ces 1500 milliards par la corruption, on aurait pu construire 185 000 kilomètres de chemin de fer en Afrique. Rien qu'en mettant fin à la simple corruption, je dirais, de base. Donc on aurait pu relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Donc ça, c'est juste pour vous donner un rapport de force. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 75 000 km de chemin de fer et dans un état absolument pitoyable. Le TGV en Côte d'Ivoire, on l'appelle le train à grande vibration, il va moins vite que les trottinettes à Paris. Il va à 36 km/h sur certains tronçons, c'est le maximum. Les trottinettes, elles vont à 40 ici. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer. On peut remercier aussi Vincent Bolloré pour cet excellent travail en passant. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la France-Afrique. Et il y a un dernier sujet que je voulais aborder, c'est le sujet le plus vicieux, quelque part le plus moderne, de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la France-Afrique. C'est l'écolonialisme, ce que j'ai appelé. C'est-à-dire le malthusianisme, l'écologie, le contrôle par l'écologie. Et pour ça, je vous ai fait une petite devinette. Écoutez bien. Cyril est à Paris, ferme son appartement et met l'alarme. Il vérifie sur son iPhone 15 qu'il a bien son e-billet. Et c'est parti pour l'aéroport en Uber. Départ de Paris pour l'Éthiopie, Addis Abeba, 5789 km en Airbus A300. Enfin arrivé, il se pose au Inter Luxury Hotel et profite du spa et des bords de la piscine avec ses amis de l'ONG. Le lendemain, Cyril loue un 4x4, Mercedes diesel 6 cylindres, pour se rendre directement, car la situation est grave, au village de Guiche, dans le parc naturel de Siémène au nord de l'Éthiopie. C'est parti pour 758 km en 4x4. Enfin arrivé, Cyril se précipite sur Ménélique, car il est venu lui expliquer, lui qui est un agro-pasteur qui vit là dans le parc depuis des centaines d'années avec ses ancêtres, car il détruit l'environnement. Les agro-pasteurs vivent là pourtant depuis des centaines d'années en harmonie avec la nature. Donc la question est, quel est l'écolo et quel est l'imbécile fini, si vous voulez? Il faut se poser la question. Et cette devinette, elle montre à quel point on vit dans une folie complètement folle avec l'écologie actuelle, et qui est le reflet du malthusianisme. Vous voyez, ça, c'est le sommet de Copenhague, 2009, présentation du Club de Rome. Comment vivre avec 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sur cette planète, alors qu'on est déjà 5 milliards de trop? Ah, c'est clair. 5 milliards de gens pauvres et noirs, souvent un peu trop. Voilà, Donc voilà, et nous, on avait fait campagne à l'époque, le monde n'est pas surpeuplé, il est sous-développé. Rappelez-vous ce qu'a dit Sarkozy. Sarkozy 2016. La communauté internationale doit prendre en main le premier problème de la planète, qui est celui de la démographie mondiale. La réalité de l'Afrique, c'est une démographie de l'Afrique, bien sûr. La réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible. La faute à qui? Emmanuel Macron, lui-même, encore une fois, tout faux. Quand vous êtes un pays pauvre, ça c'était au Nigeria en 2018, quand vous êtes un pays pauvre, vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Encore un problème de la démographie. Et tout ça, c'est repris des thèses de Denis Meadows, qui est physicien, co-auteur du rapport du Club de Rome, qui s'appelle « Les limites à la croissance », et qui déclarait récemment dans Le Monde « Il faut mettre fin à la croissance incontrôlée des naissances en Afrique, bien sûr, le cancer de la société ».
Donc, vous voyez, derrière toute cette politique france-africaine, il y a aussi tout ce côté malthusien, en fait, de volonté de réduction de la population. Alors, pour mettre fin à ces arguments, parce que moi, depuis que je suis petit, chaque fois qu'on me parle de surpopulation au monde des Africains, chaque fois, je me rappelle avoir collecté des sacs de riz quand j'avais 6 ans pour envoyer en Éthiopie, parce qu'ils étaient trop nombreux, ils allaient tous mourir de faim. Donc voilà, c'est ce qu'on disait à l'époque, avec Bernard Kouchner, comme on l'appelle maintenant. Et le problème, ce n'était pas donc la surpopulation. Prenons juste 2 exemples pour que vous ayez les arguments pour mettre fin à cette folie de la surpopulation et de la démographie africaine. Le Gabon, c'est plus grand que la Grande-Bretagne. 266 000 km² contre 209 000 km². Population du Gabon, 2,3 millions d'habitants. Population de la Grande-Bretagne, 66 millions, 33 fois plus. Okay. La République démocratique du Congo, donc, qui fait 2,3 millions de kilomètres carrés, la France, 550 000 km². Donc la France est 5 fois plus petite que la République démocratique du Congo. Pourtant, la population est à 10 millions près, à peu près similaire. Et les exemples comme ça, on pourrait les citer. Le Tchad, c'est 10 millions d'individus, c'est 3 fois plus grand que la France, etc., etc. Pourtant, à chaque fois qu'on va vous parler de surpopulation dans les médias, vous pouvez être certain que vous aurez des images d'Africains. C'est certain. Pourtant, c'est la région la moins peuplée du monde, en termes de densité démographique. Donc moi, je vous conseille ce livre excellent, qui est écrit par Fiol. C'est vraiment le livre à lire en ce moment pour comprendre ce que c'est que le fascisme vert et les colonialismes. Ça s'appelle « Décolonisons la protection de la nature ». Et dans ce livre, elle montre bien comment, aujourd'hui, les racistes et les eugénistes d'antan sont devenus les écolos d'aujourd'hui. C'est très intéressant ce qu'elle explique. Elle prend des exemples concrets. Alors, je ne vous donnerai pas tout, mais je vais juste vous en donner un. Elle prend l'exemple du peuple Maasai, donc au nord de la Tanzanie, qui vit là pareil depuis des centaines et des centaines d'années. Ils ont leur culte, ils ont leur lieu de culte, etc. Mais évidemment, le WWF, l'UNESCO et consorts ont décidé de créer dans cette région-là une zone protégée, donc la zone du Ngorongoro, dans l'écosystème du Serengeti, parce qu'il y a pas mal d'animaux sauvages là-bas, etc. Et donc aujourd'hui, pour protéger la région, les Maasai sont déplacés de force de l'endroit où ils vivent depuis des années. Et il y a plus de 90 000 Maasai qui vivaient dans cette région qui ont été déplacés, parce qu'on leur a dit qu'ils détruisaient l'écosystème. Mais pour financer le renouvellement de l'écosystème, dans ces mêmes parcs naturels, on crée des hôtels de luxe pour faire venir les touristes. Et au moment où on a viré 90 000 Maasai qui vivaient là depuis toujours, on a fait venir, et elle cite le chiffre, c'est un site officiel, on a fait venir en 2019 plus de 700 000 touristes dans le parc. Donc on vire 90 000 personnes qui vivent de rien du tout et ils détruisent l'écosystème. Par contre, on remplace par 700 000 touristes qui débarquent par an dans des hôtels de luxe. Et là, apparemment, ça choque personne. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la zooification de l'Afrique. C'est vraiment ça. On vire les gens pour que les touristes occidentaux, bobos, écolos, néoconservateurs, tout ce qu'on peut, voilà, viennent voir en photo, prennent les girafes et les rhinocéros, etc. Donc, voilà, qui est un des enjeux, en fait, dont je vous conseille vraiment ce livre, parce que, et le conseiller à vos amis, parce qu'il explique vraiment bien historiquement, depuis, ça remonte jusqu'à Theodore Roosevelt, tout le racisme, comment le racisme s'est transformé en écologisme, en fait. Voilà. En fait, le temps passe vite, je ne me rends pas compte là. Si ? Bref. Enfin, bon, voilà, pour conclure, on va simplement regarder le futur, le futur de l'Afrique. À Solidarité et Progrès, on a depuis toujours, Jacques Cheminade, dès sa première campagne de 95, parlé justement de mettre fin à la France-Afrique et proposé déjà toute une série de projets qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les nouveaux leaders actuels, deviennent complètement envisageables. Le premier, évidemment, c'est le projet Transaqua du lac Tchad, 3,5 millions de déplacés dans la région, terrorisme absolu, le lac qui disparaît, rien n'a été fait alors que des projets simples peuvent être réalisés pour ramener l'agro-industrie, le développement, etc. Donc ça, c'est le projet que Bolloré n'a jamais fait, l'Africa Rail. Vous voyez toute la ligne Dakar-Bamako, hein, dont on a vu les restes tout à l'heure. Là, le train que je vous ai montré, c'était le reste de cette ligne-là, qui fonctionnait avant, hein, Dakar-Bamako. Donc avant le néocolonialisme, enfin pendant même.
Donc ça, c'est tout un projet pour le développement des chemins de fer. Ça, c'est la grande muraille verte, justement, pour arrêter l'avancée du désert qui fait que, justement, le lac Tchad disparaît et plein d'autres problèmes, disons, écologiques, là, pour le coup, de réels problèmes écologiques. Ça, c'est le pont entre Kinshasa et Brazzaville, qui est un des projets qu'on défend aussi pour la région. Ça, c'est tout un projet sur lequel également on travaille avec nos amis de la République démocratique du Congo, donc pour canaliser, ici, vous voyez les différents lacs, voilà, ici, permettre justement tout un essor justement du commerce pour relier jusqu'à la mer, sachant qu'ici, c'est une des zones où a lieu actuellement le pire génocide du XXIe siècle, c'est-à-dire la guerre à l'est du Congo, qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, et donc il y a une situation qui est complètement chaotique, et que ce projet de développement pourrait totalement résoudre par justement redonnant de l'espoir aux gens par le travail. Ça, c'est une boucle ferroviaire également pour la République démocratique du Congo. Qui serait, Jacques a mentionné également tout le projet du barrage d'Inga ici, que réclame maintenant officiellement le président d'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler là-dessus. Et évidemment, la France ne répond pas présent. C'est les Chinois maintenant, c'est les Russes. Donc qui répondent présent, alors que c'est des projets qu'on a défendus depuis toujours et sur lesquels on n'a rien fait. Ça, c'est la ligne aussi, ça c'est Dakar-Bamako. Voilà. Clap de fin du néocolonialisme. Et voilà pourquoi on doit réagir. Et si vous avez des questions, je crois qu'on a un petit peu de temps pour prendre 2-3 questions par rapport à tout ça.